Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode euh, sur une vidéo historique. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet d'histoire moderne avec un épisode marquant du XVIe siècle en France, à travers une espèce de leçon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de document sur lequel se base mon propos. Et je vais traiter de la Saint-Barthélemy en 1572 avec la saison des massacres, avec une bibliographie très courte, avec Denis Crouzet, la Saint-Barthélemy, sa thèse qui se nomme Les guerriers de Dieu. On a ensuite un ouvrage de Leroux, il me semble que c'est Nicolas, avec l'histoire du XVIe siècle. Arlette Joanna, avec histoire du XVIe siècle. Et le dictionnaire des guerres de religion. En guise d'introduction, le massacre de la Saint-Barthélemy fait partie de l'imaginaire français. À la Révolution, le 11 juillet 1789, Necker est remercié par Louis XVI. Peu de temps après, Desmoulins harangue la foule et dit « Citoyens, vous devez vous préparer, il va y avoir la Saint-Barthélemy des patriotes. » Le massacre fait coïncider des causes religieuses, politiques, économiques et même climatiques. C'est un moment de rupture entre les catholiques et les protestants. Il y a moins de protestants et ils se radicalisent. Les sources sur cet événement sont lacunaires, c'est-à-dire que nous manquons d'énormément d'éléments. Aujourd'hui, un historien français se focalise beaucoup sur cette question. Il s'agit de Jérémy Foa, et il est une source importante, tout comme les personnes de la bibliographie que j'ai citée précédemment, que je vais mettre dans la description. Passons tout de suite à la problématique, à l'annonce du plan. La problématique très générale sera comment saisir l'impact du massacre sur la population française. La problématique est posée, elle est très simple, je vous l'accorde, mais l'essentiel c'est vraiment de pouvoir avoir un plan facile. C'est un cours que j'avais eu en première année de licence, au premier semestre, au niveau de mes études. Donc le massacre de la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, comment saisir l'impact de ce massacre sur la population, avec un plan très classique, très français, en 3 parties, avec le grand 1, le massacre des protestants, le grand 2, les causes du massacre et les hypothèses avancées pour le justifier, et dans une 3e et dernière partie, nous verrons qu'il y a une violence qui est ritualisée pour ce massacre. La problématique est annoncée, le plan est annoncé, nous pouvons commencer notre développement. Commençons tout de suite avec cette première partie, le massacre des protestants, et je vais tout simplement développer les étapes de ce massacre. Nous sommes le 18 août 1572, nous sommes un lundi. C'est un jour de mariage à Paris entre Henri de Bourbon, roi de Navarre. C'est un protestant. Il est prince de sang royal. Il se marie avec la sœur de Charles IX. Cette fille, c'est Marguerite de Valois, ou encore Marguerite de France, ou encore la reine Margot. C'est une catholique. Ce mariage est un mariage politique. Il a été arrangé par Catherine de Médicis. C'est un homme peu élégant, béarnais, donc il a un accent assez prononcé, comme les gens du Béarn. Il n'a pas l'accent parisien, n'est-ce pas? Néanmoins, c'est un homme intelligent. Tout de même, il ne faut pas non plus le dénigrer. Marguerite de Valois, quant à elle, est d'une culture extraordinaire. Elle est polyglotte, elle fréquente des érudits, et elle est qualifiée de plus belle fleur de France.
Elle n'aime pas son mari, hein. Voilà, c'est pas un mariage vraiment désiré par Marguerite de Valois. Les Parisiens critiquent ce mariage, hein, à travers des pamphlets. Il y a des critiques lors des messes, avec des propos assez forts envers les protestants. Les Parisiens sont très clairement excédés, parce que bon, en plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens du Béarn qui ont fait le déplacement, hein, comme des supporters acharnés. Ils sont venus assister au mariage, sauf que ce sont des gens qui boivent beaucoup d'alcool, qui parlent fort. Bon voilà, ils sont perçus comme tels en tout cas par les Parisiens, qui n'aiment pas vraiment ça. La semaine se passe, nous sommes le vendredi, fin de semaine, génial. Nous sommes le 22 août 1572. Il est 11 heures du matin, l'amiral Gaspard II de Coligny rentre tranquillement chez lui après un conseil royal. Il a intégré la cour du roi un an avant. Et dans la rue, il est visé par un tireur embusqué depuis un toit. Nous apprendrons plus tard que c'est Maurevert, on peut le surnommer comme ça, qui en est l'auteur. Coligny est blessé au coude et à la main. Une enquête est lancée. On découvre qui est le tireur, et c'est quelqu'un qui appartient au clan des ducs de Guise, qui est dominé par Henri, duc de Guise. Ça va de soi. Le lendemain, samedi, week-end pas très bien, hein, ça démarre mal, très mal même, hein, puisque tout de même, c'est pas terrible, hein, de tirer sur quelqu'un comme ça dans la rue. Donc il y a des réunions un peu style conseil de défense, en conseil qu'on appellera étroit. La première réunion a lieu dans le jardin des Tuileries. L'objectif, c'est sans doute d'éviter les oreilles indiscrètes, hein. Le fait d'être en extérieur, on ne peut pas vraiment entendre ce qu'il se dit. Et une deuxième réunion dans la nuit. On sait que Charles IX, roi de France, y était présent, mais on ne sait pas les décisions qui sont prises. Nous n'avons pas de source écrite, nous n'avons pas de preuves de ce qui est dit. On pense que peut-être il y aurait eu une panique des dirigeants du pays et du roi de France, ou alors un sacrifice qui a été décidé, et on aurait décidé d'éliminer les chefs protestants de Paris. Bon, après, nous n'avons pas de source écrite, hein, comme je l'ai dit. La même journée, le prévôt des marchands de Paris, donc en gros, c'est celui qui dirige un peu les choses à Paris, on lui demande de fermer les portes de la ville. Hein, c'est clair, c'est net, on ferme les portes de la ville. Nous sommes le dimanche 24 août 1572, et un véritable événement charnière du XVIe siècle va se produire. Un commando d'Henri, duc de Guise, entre de force dans la maison de Coligny, qui, je le rappelle, a été visé peu de temps avant par ce qu'on peut appeler un attentat. Hein. Il s'est fait tirer dessus en pleine rue, à la limite parce que protestant, par quelqu'un du clan des ducs de Guise, très catholique. Coligny est défenestré, il est décapité, il est émasculé, on attache son corps à des cordes, qu'on donne à des enfants qui vont le traîner dans la boue. On va ensuite le jeter dans la Seine, on va le laisser reposer, hein, tout de même, 2-3 jours, on va le laisser reposer, puis on va l'amener au gibet de Montfaucon, hein, c'est un immense gibet, et on va tout simplement le laisser sécher pour le brûler. Là, c'est clairement un message fort envers les protestants. Clairement, c'est attention à vous, gare à vous. C'est aussi une violence, selon ceux qui font l'acte, hein, qui viendrait de Dieu. Les 4 éléments sont mobilisés. Hein. Quand on remarque bien les choses, les 4 éléments sont mobilisés. Il y a clairement un rituel dans cette violence. Le massacre va suivre cette mort. L'événement déclencheur, c'est la mort de Coligny, une figure notable des protestants. Certains
affirme, sans preuve réelle historique, que le tocsin des églises sonne et qu'à partir de ce moment, les Parisiens, le peuple de Paris, va massacrer les protestants. Comme le dit Jérémy Foa, c'est un massacre entre voisins. Hein, c'est pas juste une bataille de grands. Non, non, c'est un massacre entre voisins. On va tuer son voisin parce que protestant. Des survivants vont affirmer que les massacreurs hurlaient tuez-les tous, le roi le demande. Bon. Au cimetière des Innocents, on voit refleurir une rose sauvage, une aubépine, la fleur de Marie, la Vierge Marie, qui ne fleurit normalement qu'au mois de mai. Nous sommes en week-end, hein, mais quel week-end vous me direz. Et le 26 août 1572, le roi Charles IX, tranquillement, il va au Parlement de Paris, et il va assumer les choses, il va assumer le massacre pendant un lit de justice, en disant qu'il a eu peur d'un complot de la part des protestants. On estime qu'il y a environ entre 2 et 5 000 morts lors de ce massacre. Entre 400 et 600 maisons sont pillées et les transferts d'argent sont très notables, il faut le remarquer. Dans d'autres villes, le massacre suit, il y a La Charité, le 24 août, Bourges, le 26 août, Angers, Rouen, Lyon, vers le mois de septembre, Bordeaux, Toulouse, Albi, vers le mois d'octobre. C'est vraiment une semaine très terrible qui démarre d'un mariage et qui se termine par un massacre entre voisins, littéralement. On a tué quelqu'un, on l'a émasculé, c'est horrible. Et ensuite, ça suit un peu partout dans le royaume de France. Cette première partie est terminée, nous allons pouvoir développer la deuxième partie. Donc dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser aux causes et aux hypothèses avancées concernant ce massacre. Tout d'abord, nous allons, dans une espèce de sous-partie, parler des causes. Donc le mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre est clairement le fruit d'une alliance politique. C'est pas un mariage d'amour, sûrement pas. C'est clairement quelque chose de naïf et de contre-productif de penser que ça va arranger les choses. Le luxe qui est déployé lors de ce mariage choque les Parisiens, très clairement, et ils ne comprennent pas. Durant les cérémonies de mariage, en général, on est censé voir des gens heureux, harmonieux, ça respire l'amour, normalement. Or, Henri est protestant, il ne peut pas entrer dans l'église. Donc la bénédiction se fait sur le parvis de Notre-Dame, il me semble. Ça reste à vérifier, mais il me semble que c'est Notre-Dame de Paris. Donc c'est vraiment pas terrible, quoi. On fait un mariage dehors, bon, je sais qu'on est au mois d'août, mais quand même. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un mariage d'amour, Marguerite de Valois n'est pas très emballée, et les prédicateurs vont jusqu'à affirmer qu'on est en train de donner le lys de France, comme si on donnait un sacrifice à un monstre, ça va vraiment loin. Il faut aussi noter dans les causes que le contexte est très mauvais. Nous sommes proches, la troisième guerre de religion c'est fini il y a peu. La paix a été obtenue par un l'édit de Saint-Germain du 8 août 1570, ça n'a que 2 ans. Donc c'est encore chaud dans le royaume, quoi, ça bouge. Et les finances de l'État sont au plus bas. Très clairement, ça va plus du tout. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi c'est parti aussi bas au niveau du trésor, quoi. Et dans l'esprit du peuple et du clergé, et même des gens, on se dit, mais où va cet argent? Où va l'argent? On paye des impôts, dans les grandes villes, on paye des impôts, par exemple. Donc dans l'esprit du peuple et du clergé, on a mené une politique d'apaisement avec les protestants, et il y a une rumeur qui va jusqu'à dire que Gaspard II de Coligny a une pension de l'État. Comme ça calme un peu les choses, je te donne un petit billet, tu calmes un peu tout le monde du côté protestant, nous les cathos, on essaye de s'arranger, on est tranquille.
Donc là, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur la place de la rumeur dans l'histoire, hein. Ça peut faire l'objet d'une thèse universitaire qui doit être passionnante, parce que là, on voit la place de la rumeur, on peut penser à la rumeur pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les résistants, etc. Et puis, le moment est mal choisi, quoi. Nous sommes au mois d'août, il fait chaud. Quand il fait chaud, on a soif. Quand on a soif, on boit. Et pas que de l'eau, hein. On boit aussi parfois de l'alcool. Santé. Le souci, c'est que, voilà, donc ça n'aide pas non plus à discerner correctement parfois les choses. Et il y a aussi une augmentation du prix des céréales. Donc, pour se nourrir, c'est pas évident. Il y a une augmentation entre, allez, on va dire en 2 mois, on va dire qu'il y a une augmentation de 40% des prix, il me semble, du prix des céréales. C'est énorme, quoi. Donc très clairement, on va faire un mariage de luxe, avec des nobles, avec des gens qui sont ornés de bijoux, de belles tenues, c'est magnifique. Alors que, clairement, la population crève la faim. On peut clairement dire les choses comme ça. Au niveau des hypothèses, maintenant, dans cette seconde sous-partie, on peut tout d'abord penser que c'est un crime d'État qui dégénère. Certains historiens affirment que Catherine de Médicis aurait souhaité l'attentat contre Coligny. Donc Gaspard II de Coligny, hein. Quand je dis Coligny, je fais référence à Gaspard II, qui serait quelqu'un de misogyne, raciste, parce que Catherine de Médicis n'est pas française. Cette hypothèse se baserait sur le fait que Catherine de Médicis serait jalouse de l'influence de Coligny sur Charles IX, car on sait que Coligny appelait Charles IX mon père. Bon, enfin, cette hypothèse n'est pas très bonne, elle est quasiment bancale. C'est Catherine de Médicis quand même qui a fait venir Coligny à la cour du roi en 1571. Donc bon, c'est clairement une hypothèse qui ne tient pas très bien la route, même si l'échange, on va dire, secret entre Coligny et le roi, où on chuchote dans l'oreille, etc., est propice à polémique, et sur ça, les sources laissent planer le doute. On a aussi la légende de la Reine Noire, hein, Catherine de Médicis, qui aurait tout organisé en demandant aux hommes du duc de Guise de tuer Coligny, puis de tuer le duc de Guise, hein. Ça va loin. Les Guises, parlons-en, on peut éventuellement penser que les ducs de Guise sont responsables. Il y a eu l'attentat contre Coligny, qui a été tué, hein, je l'ai décrit dans la première partie. Donc on mène l'enquête sur cela, et on se rend compte que tout de suite, ça se tourne vers les Guises, puisque Maurevert, donc Charles de Louviers de son vrai nom, est celui qui a visé Coligny avec une arme, hein, tout simplement, depuis le toit de la maison d'un serviteur des ducs de Guise. Donc là, pourquoi il était là, quoi. On sait aussi que il y a un cheval en fuite, hein, puisque forcément le tireur il va pas rester là, coucou c'est moi, non, il s'enfuit avec un cheval de l'écurie des ducs de Guise. Donc on peut penser que c'est une espèce de vendetta, qui est organisé. Maurevert, donc le sieur de Maurevert, ne sera jamais interrogé, il sera retrouvé mort une dizaine d'années plus tard, il me semble, sans qu'on ne sache réellement s'il était mandaté ou non, si il était fou, si c'était clairement son souhait ou le souhait des ducs de Guise, nous ne savons pas. On peut aussi penser à une ingérence espagnole, parce que le royaume de France est soumis à une pression, hein, finalement, et l'Espagne ferait le jeu des ultras, hein, les ducs de Guise. Les ultras sont les ultras catholiques en France. Donc l'Espagne les aiderait un peu en sous-marin comme ça. Et de l'autre côté, on a l'Angleterre qui est anglicane et qui finance le protestantisme en France. Donc très clairement,
Il y a des ingérences européennes, mais surtout espagnoles pour le cas des ultra-catholiques, hein. On peut penser que les Espagnols auraient aidé les catholiques à tuer Coligny, ou si cela n'arrivait pas, les Espagnols auraient très clairement dit, bon écoute, tu veux pas le tuer, bah nous on va t'envahir, on va te faire la guerre. Et là, le roi de France, il est pas très très chaud, hein, la guerre face aux Espagnols. Quoi qu'il en soit, les trois hypothèses que j'ai développées, elles ne débouchent pas sur un massacre. Elles débouchent sur un crime, sur un meurtre, un assassinat, voilà, sur Coligny, dans les trois cas. Elles ne débouchent pas sur des simples personnes qui vont tuer leurs voisins parce que protestants. Donc la situation échapperait tout simplement au contrôle de l'État, selon les historiens qui formulent ces hypothèses, que j'ai citées là, à l'instant. On peut aussi développer l'hypothèse qui est celle de Denis Crouzet, et qui était celle que partageait mon chargé de TD et mon professeur de cours magistral en histoire moderne au premier semestre de première année, qui est celle tout simplement d'un crime de sacrifice, d'un crime de passion, où tout simplement on massacre quelques protestants pour sauver les autres, hein. C'est vraiment... C'est une hypothèse qui tient la route, hein, voilà, on n'a pas de preuves non plus, mais c'est l'hypothèse de certains historiens, dont ceux que j'ai cités il y a peu. Donc nous avons vu dans cette partie qu'il y avait des causes et des hypothèses sur ce massacre. Nous allons pouvoir attaquer la troisième et dernière partie sur la violence ritualisée. Donc cette violence ritualisée, on pourrait la décrire en trois sous-parties, mais je vais le faire en espèce de bloc, même si ça peut faire l'objet de petites sous-parties dans une dissertation, hein, sur la Saint-Barthélemy, crime d'État ou non, par exemple, hein, une autre problématique. Même sur ça, faut être costaud, hein, pour donner une réponse oui ou non. C'est pas évident. Donc cette violence est ritualisée, sacralisée, et elle est surtout au nom de Dieu. On va commencer par ce point. Donc, lors du massacre, les catholiques vont demander aux protestants de prier la Vierge Marie. Les protestants refusent et sont prêts à mourir, quasiment, en martyrs. C'est le règne de la violence. Les massacres se multiplient. Les catholiques sont persuadés que Dieu exige l'élimination de l'autre foi, entre guillemets. On remarque que les facteurs sont les mêmes aujourd'hui, hein. On massacre au nom de Dieu, alors qu'en réalité c'est juste la folie humaine qui fait les choses. Très clairement, c'est la folie humaine qui prend le pas. La violence, elle est aussi sacralisée au niveau de la Saint-Barthélemy, puisqu'elle est légitimée par la foi et glorifiée par les nobles qui sont ultras, par les prêtres. On utilise même les enfants, hein, qui sont le symbole finalement de cette innocence qu'on a toujours. On affirme que des miracles ont lieu, hein, j'ai parlé de la fleur qui fleurit au mois d'août alors qu'elle fleurit en mai, que des signes divins apparaissent dans le ciel, même les astres sont utilisés pour légitimer les choses. On utilise l'eau, on utilise le feu, des éléments purificateurs. Crouzet affirme que le corps de Coligny devient une relique théophanique, c'est-à-dire Dieu est là. Ça va vraiment loin, et je rappelle tout de même que le corps de Coligny n'est plus vraiment un corps, hein. Il a perdu beaucoup de parties, notre cher Gaspard de Coligny. Cette violence, enfin, elle est ritualisée, elle peut paraître frénétique, incontrôlée, incontrôlable même, puisqu'on a vu que c'est peut-être le roi qui a pas su gérer les choses, voilà. Mais elle suit finalement des codes très précis, puisque le corps est injurié, les femmes sont tout simplement mises à nu, les corps sont traités comme des animaux, comme des porcs, hein. On leur met des broches de rôtisseurs, on va les frapper avec des masses,
Finalement, on nie l'humanité, la valeur des protestants en tant qu'humains. Ce sont des animaux, hein, très clairement. On ne les considère pas comme humains. On a aussi les femmes enceintes. J'ai parlé des femmes mises à nu, on a les femmes enceintes. On va tout simplement, c'est-à-dire les catholiques qui massacrent, vont leur ouvrir le ventre et vont tuer les fœtus, puis la mère. Puisque finalement le protestant serait l'issue, le fruit, pardon, du diable, un monstre, tout simplement. Voilà, on voit clairement que les choses ne se passent pas très bien pour les protestants. Vous voyez là aussi, et c'est la miniature, le premier diaporama, si je puis dire, que nous voyons dans cette vidéo, un tableau de François Dubois, donc qui est quelqu'un qui est mort en 1584 à Genève. C'est quelqu'un qui a fait un testament, qui a dit qu'il a comme héritier un peintre verrier. Il n'a pas d'enfant. On dit qu'à son décès, il a environ 55 ans. Voilà, on n'en sait pas plus sur lui. Ce tableau participe à la mémoire directe, finalement, de cette Saint-Barthélemy, et c'est sur ça que je clôturerai mon propos, puisque je pars depuis un bon moment, et j'espère que je n'ai pas perdu grand monde. Je vous remercie d'ores et déjà de suivre. Mais finalement, ce tableau résume assez bien la situation, puisqu'on voit les différentes étapes de la mort de Coligny. Si vous faites attention, au premier plan, on voit un corps qui est traîné vers la Seine. C'est tout simplement Coligny. La Seine d'ailleurs pleine de sang, il n'y a pas d'autre mot. On voit le gibet de Montfaucon tout à droite, avec juste à gauche sur l'image, donc à droite du gibet, voilà, Coligny qui se fait défenestrer, émasculer, décapiter, enfin c'est horrible. On peut apercevoir sur le tableau Catherine de Médicis, évidemment, la reine noire, la méchante dans l'histoire, pour l'historiographie de l'époque. Donc c'est un tableau que je trouve important, puisque tout de même il montre les choses de manière assez directe, puisque comme je l'ai dit, en 1584 le peintre meurt, donc c'est pas si ancien que ça, mais ça reste important de le noter. Les personnages sont réalistes aussi, on voit des protestants se mettre à genoux, etc. Et on peut éventuellement mettre ça en relation avec une œuvre de Vasari. Je ne sais plus le titre, j'ai pas ça sous les yeux, mais avec un autre point de vue sur la Saint-Barthélemy. Un événement à oublier, même si ça n'a pas forcément de lien direct, mais ça prouve que les guerres de religion ont eu leur temps en France, et que c'est certainement pas le moment d'en refaire. Voilà, je vais clôturer mon propos après environ 40 minutes, j'ai l'impression. En espérant, 40 j'abuse peut-être un peu, j'en sais rien, mais en espérant que voilà, je vous ai permis d'en apprendre un peu plus, voire de vous faire découvrir ce qu'est la Saint-Barthélemy, de vous apprendre aussi un peu comment disserter sur le sujet, même si évidemment ça reste contestable dans la façon de faire, il n'y a pas de plan unique en histoire, vous le savez si vous êtes étudiant, ou simple lycéen, collégien même, passionné d'histoire, et je vous en félicite, c'est un très bon choix. Voilà, donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à revoir la vidéo, j'essaierai de mettre une petite fiche là, avec la vidéo sur le concile de 511 pour l'histoire médiévale. Là on a fait de l'histoire moderne du XVIe siècle. On essayera ensuite de faire un peu d'histoire contemporaine, je pense. Je pense que c'est une période que j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément la moderne. La contemporaine, surtout la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui me passionne et qui passionne beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à donner vos avis constructifs, ça fait avancer les choses. Et je vous dis à très bientôt.